C'est la première solution de Big Data mise au point pour les ressources humaines. Elle a été créée en 2013 par Bénédicte de Raphaëlis-Soissons. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Vous êtes la fondatrice de Clustery. Alors d'abord, pourquoi ce nom Clustery? Bon, parce qu'il fallait trouver un nom qui soit court, qui soit disponible justement dans plusieurs sites accessibles sur Internet. Donc en fait, on a pris Cluster et Tree, on a fait la fusion des deux. Donc Cluster pour les clusters de données qu'on analyse, puisqu'on analyse aujourd'hui 150 millions de parcours de professionnels, donc ça fait beaucoup de données. Et puis Tree pour les arbres décisionnels, hein, qu'on appelle en algorithmie, mais aussi pour les parcours professionnels, puisqu'on suggère des parcours à des salariés. Alors justement, comment vous est venue l'idée finalement de cette entreprise? Alors l'idée est venue en fait suite à mon propre besoin il y a un peu plus de 2 ans. Je faisais du conseil et puis j'avais envie d'évoluer, mais je ne savais pas ce que je pouvais faire, mais surtout je ne savais pas ce dont j'avais envie de faire et de quoi je pouvais m'inspirer, parce que quand on fait du conseil on peut un petit peu être cloisonné en fait avec cette étiquette de consultant qui peut à la fois tout et rien faire. Et donc pour trouver de l'inspiration, j'ai analysé plusieurs centaines, je crois un peu plus de 500 de profils de personnes qui avaient des points communs avec moi pour me dire qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite et qu'est-ce que je pourrais devenir. Et alors qu'est-ce que vous avez remarqué quoi? Alors j'ai identifié des postes dans le marketing stratégique, dans la stratégie d'entreprise, dans le business développement. Il y avait aussi des postes d'entrepreneurs évidemment, mais finalement j'ai très vite arrêté de chercher ça pour mon propre besoin et je me suis dit pourquoi est-ce que les ressources humaines ne feraient pas la même chose, c'est-à-dire au lieu d'enfermer des gens dans des cases avec des étiquettes, avec ces dimensions de stéréotypage de profils qu'on voit partout et de peu de transversalité dans les carrières, pourquoi est-ce qu'elles ne regarderaient pas ce qui existe à l'extérieur, dans des parcours professionnels, dans d'autres pays qui sont parfois en avance. On peut citer les États-Unis, on peut citer l'Angleterre ou dans d'autres secteurs d'activité, et puis finalement avoir une notion de la réalité incontestable de ce qui existe à l'extérieur pour s'en inspirer et faire évoluer leur carrière, leur parcours en interne. Donc c'est finalement du sourcing de RH à une échelle mondiale, quoi. C'est ça, en fait, on analyse donc 150 millions de parcours, comme je le disais, à une échelle mondiale, donc c'est un volume qui est quand même colossal de parcours de professionnels, donc c'est pour chaque personne les postes occupés, les compétences, les écoles, les secteurs d'activité, etc. Et on va en déduire en fait des tendances dont vont pouvoir s'inspirer les RH de chaque entreprise et les adapter à leur réalité. Est-ce que je veux plus de métiers dans le digital? Est-ce que je veux plus de femmes à des postes de manager? Et voilà, en fonction des enjeux, on va faire des suggestions qui vont être rationalisées. Un petit clin d'œil d'ailleurs à cette journée de la femme aujourd'hui. Alors comment est-ce que vous vous rémunérez? Quel est votre business model? Vous allez voir les entreprises, vous dites voilà, j'ai cette solution à vous proposer, et ça se passe comment après? En fait, aujourd'hui, la création de valeur pour l'entreprise, c'est de fournir aux RH les moyens dont ils ont besoin justement pour exercer leur métier, exercer leur intelligence. On ne vient pas remplacer l'intelligence du RH avec la donnée, mais on leur donne les moyens d'exercer cette intelligence avec un discours de preuve, avec des décisions basées sur un discours de preuve. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va vendre un abonnement à la solution, puisqu'on est une solution SaaS, Software as a Service. On ne vend pas le logiciel, mais l'accès au service pendant 3 ans. Et il va y avoir un abonnement qui va dépendre du nombre de salariés, de collaborateurs qui vont pouvoir être analysés dans la solution, à qui on va pouvoir proposer des postes, des parcours, pour qui on va pouvoir calculer un pourcentage de risque de départ, ou qui vont pouvoir sortir comme candidats potentiels sur des offres en interne. Alors justement, vous dites on n'arrive pas en concurrençant les ressources humaines. Est-ce que parfois le risque, c'est pas qu'elles aient l'impression que finalement vous allez pouvoir les distancer, parce que vous avez plus de créativité, vous avez plus de potentialité, les algorithmes vous permettent peut-être d'avoir accès à des profils très différents, donc est-ce qu'il n'y a pas parfois peut-être une réticence justement des services des ressources humaines? Alors pas du tout, parce que justement on peut croire, enfin le big data et ces algorithmes peuvent laisser croire d'abord que c'est une vérité absolue et qu'ils ont vocation à prendre la décision. En fait pas du tout. Le big data, c'est pas une vérité absolue, c'est un faisceau d'indices que nous on apporte à la fonction RH pour qu'elle puisse ensuite exercer son métier, exercer son audace et son intuition. Donc d'abord c'est pas une vérité absolue, parce que sinon ce serait, d'abord ils sont construits par des humains, donc forcément ces algorithmes, il y a une dimension humaine à l'intérieur, mais ça permet simplement à la fonction RH d'avoir des indices sur ce qui s'est passé à l'extérieur, ce qu'elle pourrait reproduire en interne, et l'intuition est toujours nécessaire. On aide la fonction RH à passer d'une fonction qui avant était purement intuitive à une fonction qui aujourd'hui va aussi être basée sur les faits, donc on la remplace pas du tout, au contraire. D'accord, c'est la même chose donc avec les chasseurs de tête qui pourraient aussi avoir le sentiment que vous allez les distancer. Est-ce que vous vendez votre solution à des chasseurs de tête? Aujourd'hui non, nos principaux clients sont des clients du CAC 40, donc des grands groupes. Pourquoi? La première raison, c'est qu'on est convaincu qu'il faut d'abord changer les mentalités en interne dans les grands groupes avant de les changer du côté des candidats ou des chasseurs de tête. C'est-à-dire que les grands groupes soient au courant qu'ils peuvent faire de la transversalité, qu'elle peut être efficace, mais surtout qu'aujourd'hui ils doivent le faire avec cette économie
l'économie qui va de plus en plus vite, les métiers demain n'existeront plus. Donc il faut qu'on puisse développer les compétences de chacun et avoir des savoirs mobilisables. Et donc changer les mentalités en interne avant de les changer à l'extérieur. Alors justement, à propos des mentalités en interne, vous dites quelque chose d'assez original. Hein. Vous dites qu'il faut plus cibler les hauts potentiels. Alors pourtant, les entreprises, c'est ce qu'elles font d'habitude. Elles cherchent effectivement les personnes qu'elles peuvent faire évoluer, mais qu'il faut cibler ce qu'on appelle, parce que vous appelez vous des intrapreneurs. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Pourquoi justement ne plus cibler les hauts potentiels? Alors aujourd'hui, les grandes entreprises font de la détection de hauts potentiels. Donc c'est des personnes qui maîtrisent avec excellence certaines compétences et qui sont capables de développer des compétences supérieures. Aujourd'hui, nous on dit que c'est plus possible. Pourquoi? Parce que comme l'économie contemporaine évolue très vite, comme aujourd'hui 50% des compétences de demain n'existent pas aujourd'hui, qu'on invente des nouveaux métiers, qu'on invente des nouveaux secteurs, quelqu'un qui excelle dans des compétences et qui est capable de développer de nouvelles compétences supérieures, en fait, c'est plus ça qu'il faut cibler. Pourquoi? Il faut aller chercher des gens qui sont capables d'adaptation, qui sont capables justement de passer d'un métier à un autre parce que c'est l'inconnu et que donc ça ouvre l'opportunité à tous les types de profils et qu'il faut justement des personnes qui soient plus capables de s'adapter dans l'entreprise, d'innover, d'évoluer dans un environnement qui est inconnu sans s'être déstabilisé et au contraire d'apporter de la valeur dans cet environnement-là. Et donc ces personnes-là, finalement, on les appelle les intrapreneurs. C'est des personnes qui sont capables d'entreprendre, mais dans l'entreprise, comme les entrepreneurs le font à l'extérieur, mais voilà, au sein des grands groupes. Alors visiblement, votre solution, elle séduit, hein, parce que vous avez quand même réussi à lever donc, en tout 3 millions d'euros auprès de différents investisseurs. Comment est-ce que vous avez réussi à les trouver? Vous êtes allé chercher des financements de quelle manière? Alors sur la première levée de fonds en CID qui était donc en juillet 2014, bon, à l'époque j'étais seule, j'avais pas encore d'équipe, pas encore de produits. Aujourd'hui vous êtes combien? Aujourd'hui on est 25 personnes. Et donc là sur la première étape, je pense que c'était d'aller convaincre avec du culot, montrer, et justement on parle de la journée de la femme, que les femmes ont de l'ambition et que surtout elles n'ont pas peur de l'exprimer. Je leur ai dit moi que j'étais là évidemment pour construire une entreprise qui serait capable dans quelques années de générer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est votre objectif ça? Oui, c'est notre objectif. Et de leur montrer que voilà, on était capable de porter ça. Puis j'avais réussi à vendre un pilote de la solution sans encore avoir le produit. Donc je pense qu'ils se sont dit si elle est capable de convaincre certains investisseurs et certains clients, elle pourra en convaincre d'autres. Et puis sur la deuxième levée de fonds de 2,5 millions d'euros, donc on est parti avec nos investisseurs historiques. Donc Alven Capital, Frédéric Montagnon, il y a Xavier Niel de Free, et puis on a aussi eu Nicolas Brusson de Blablacar. Là, c'était notre capacité d'exécution en un an, justement, le fait d'avoir une dizaine de clients dans le CAC 40, d'être 25 personnes, d'avoir sorti de nouveaux modules dans la solution. Voilà, donc ça leur a donné envie de nous faire confiance une deuxième fois. Une dernière question rapidement, vous allez embaucher par rapport, donc vous êtes 25 aujourd'hui, pour faire vos 50 millions d'euros, j'imagine que oui? Ah bah oui, il faut, bien sûr, aujourd'hui la valeur dans les entreprises, c'est l'humain. Je crois qu'aujourd'hui on a une équipe qui est formidable pour justement porter cette ambition. On recrute encore sur des postes techniques, évidemment, parce qu'on est une start-up complètement technique, même si on s'adresse au RH. On recrute aussi sur des postes de commerciaux, de marketing. Et alors si on veut être embauché chez vous, on fait comment? On n'envoie pas un CV basiquement, alors hein, il faut passer par les algorithmes, c'est ça? Alors oui, non, on est capable de détecter des personnes qu'on va aller chercher, évidemment qu'on va identifier grâce aux algorithmes et qu'on va aller chercher ainsi. Et puis après, on a tous les autres moyens classiques. Il y a des gens qui viennent à nous naturellement, il y a du réseau, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bénédicte de Raffaelis 60. Suis d'autres infos, c'est sur la chaîne Info.